L'auto-injonction, par Émile Berlerme en avril 2026. La vérité est un bien public, donc un service public. Parmi les fonctions mentales humaines, il en est une qui semble discrète, mais décisive. La capacité de s'imposer une action, de se donner un ordre à soi-même. Nous l'éprouvons quotidiennement sous des formes simples. Je dois me lever, je dois écrire, je dois me taire, sans toujours mesurer la complexité du mécanisme qui la rend possible. Cette fonction n'est pas instinctive. Un nourrisson ne s'impose rien. Il réagit à des stimuli. Il pleure, saisit, détourne la tête. Son système nerveux relie des entrées sensorielles à des sorties motrices. Il n'existe pas encore de contrainte interne stabilisée, indépendante d'un stimulus immédiat. L'auto-injonction apparaît progressivement lorsque la mémoire permet au cerveau d'activer des objets mentaux en l'absence de perception. Un objet mental, qu'il provienne d'une perception ou d'un apprentissage, peut être réactivé sans que le monde extérieur le déclenche. Il joue alors le rôle d'un objet perçu. Ce basculement est fondamental. Une représentation interne peut désormais servir de déclencheur moteur. L'enfant entend d'abord des ordres venus de l'extérieur, attend, vient, range. Ces injonctions sont répétées, associées à des récompenses ou à des sanctions. Le cerveau enregistre non seulement le contenu des règles, mais aussi leur forme structurelle, celle de l'obligation. Peu à peu, l'autorité extérieure est compressée en objets mentaux autonomes. L'image de l'autorité parentale peut s'estomper, mais la structure de l'injonction demeure. L'enfant devient capable de reproduire intérieurement la contrainte qu'on lui imposait. L'auto-injonction n'est donc pas une faculté mystérieuse, ni l'expression d'un libre arbitre transcendant. C'est un type particulier d'objet mental acquis socialement, dont la fonction est d'activer ou d'inhiber une coordination motrice indépendamment d'un stimulus immédiat. Elle est issue de l'obéissance initiale, mais elle s'autonomise progressivement. Cette autonomie n'est cependant ni totale ni universelle. La force d'une auto-injonction dépend du poids relatif des circuits qui la soutiennent. Le cerveau fonctionne comme un système de routines hiérarchisées. Certaines routines deviennent dominantes par répétition, usage, importance affective. D'autres s'affaiblissent sans disparaître. Ainsi, la procrastination n'est pas l'absence d'auto-injonction. C'est la victoire momentanée d'un circuit à gratification immédiate sur un circuit à gratification différée. Rien de moral dans ce phénomène, seulement une redistribution de poids neuronaux. Avec le temps, l'auto-injonction peut perdre sa forme verbale consciente. Ce qui était d'abord formulé explicitement « je dois poster cette lettre » devient une séquence motrice automatisée. La personne sort de chez elle, marche, entre dans le bureau de poste et accomplit le geste sans avoir répété mentalement l'ordre à chaque pas. La structure subsiste, la verbalisation disparaît, l'auto-injonction devient routine. Ce mécanisme explique aussi comment les impulsions biologiques, faim, sexualité, fuite, peuvent être modulées. Elles ne sont pas réécrites ni supprimées. Elles sont supplantées temporairement par d'autres objets mentaux plus fortement pondérés. Le jeûne, par exemple, n'abolit pas la faim. Il la subordonne à une contrainte interne plus dominante. Mais la portée de l'auto-injonction dépasse la conduite individuelle. Elle est le socle de la civilisation. Sans capacité à stabiliser des contraintes internes différées, il n'y aurait ni projet à long terme, ni respect de règles abstraites, ni coordination sociale complexe. La science, l'infrastructure, l'éducation reposent sur ce mécanisme. En même temps, la même fonction rend possible l'obéissance aveugle, la rigidification morale, la hiérarchie excessive et la domination. Une auto-injonction peut se projeter vers l'extérieur et devenir exigence imposée aux autres. Lorsqu'elle se fige, qu'elle cesse d'être modulable, elle peut servir de support à des systèmes autoritaires. Comprendre l'auto-injonction comme un mécanisme acquis et pondéré, et non comme une faculté sacrée ou un signe de liberté absolue, permet de désacraliser l'autorité. Ce qui a été appris peut être rééquilibré, ce qui s'est rigidifié peut être assoupli. La hiérarchie n'est pas une fatalité transcendante,
Elle est une conséquence possible d'un fonctionnement mental mal compris. L'auto-injonction est donc une fonction ambivalente. Elle permet la coordination, la coopération et la civilisation. Elle rend aussi possible la domination. Elle n'est ni morale ni immorale en elle-même. Elle est un outil neuronal puissant, issu de la socialisation, devenu autonome, capable d'organiser une vie entière ou de la rigidifier. La comprendre, c'est commencer à comprendre comment l'humain se contraint au-delà de la contrainte d'exister. Fin, dit par Émile Verlaine. L'obligation d'exister implique l'innocence d'exister en permanence, ce qui est vrai pour les moutons comme pour les loups. Les liens vers mes articles dans Google Drive en français, anglais, espagnol et chinois sont dans la présentation. Pour que la notion d'innocence d'exister se répande, abonnez-vous, commentez et likez et encore merci.